Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors, Alexandre, dans les nouvelles, la première chose, c'est que le métro est paralysé. On en a parlé plus tôt, mais c'est la première nouvelle du matin, je pense, à Montréal. Disons que ça commence mal la journée pour bien des travailleurs, là, actuellement. Interruption de service sur l'ensemble des lignes du métro. Donc, la ligne verte, la ligne orange, la ligne jaune et la ligne bleue. Sur le site de la STM, on parle d'un incident. Or, sur X, on a un peu plus de détails lorsqu'on va chercher sur chacun des comptes des lignes, là. On parle donc d'incidents. On parlait initialement dans les premières communications de problèmes d'équipement électrique. Là, on est plus vague. Le service devait reprendre à 6 heures. C'est repoussé à 6h30. Mais on s'entend qu'en pleine heure de pointe comme ça, un jeudi matin, lorsqu'on veut se rendre au travail, ça va être compliqué pour bien des travailleurs. Je pense que le jeudi est la journée la plus occupée de la semaine. Là. Le télétravail, le vendredi, le lundi, il y en a un peu moins. C'est pas tout le monde qui est rentré de sa fin de semaine. Mais un jeudi matin, ça risque d'être sportif. François Legault, qui est revenu. Il est en France, mais il continue à parler de l'immigration au Québec. Oui, il est en France pour le sommet, entre autres, de la francophonie, pour une mission économique. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sera une première. Il va faire un discours à l'Assemblée de l'ONU. Mais t'as raison, c'est une déclaration qu'il a fait en France qui a eu des échos assez intense à des milliers de kilomètres. Essentiellement, il souhaite obliger des dizaines de milliers de demandeurs d'asile à quitter le Québec. Ça a été extrêmement dénoncé. Il soutient que c'est au fédéral, ultimement, de regarder ce qui se fait ailleurs, de trouver des solutions. Et le ministre, Jean-François Roberge, a été questionné là-dessus dans les corridors de l'Assemblée nationale hier et rapidement, il a lancé la balle à Ottawa. Ça a été, je te dirais, Mario, reçu très froidement par le fédéral, par le ministre de l'Immigration, Marc Miller. Je te fais entendre un extrait de sa déclaration. Est-ce qu'ils nous demandent d'aller les chercher chez eux, puis les envoyer, les refouler en Ontario? Je pense qu'il faut être très précis dans sa pensée parce que, pour moi, ça risque d'être interprété comme étant inhumain. Ouais. Je comprends François Legault, sa frustration que le gouvernement fédéral a, pendant 2 ans, perdu le contrôle de l'immigration. Une fois que les gens sont sur le territoire, là, sérieusement, on a un problème. Un problème important. Et je suis pas certain que la façon dont M. Legault aborde... Je te donne juste... Je fais une lecture, là. L'article 26 de la Convention sur le statut de réfugié, dont on est signataire de ça, nous, le Canada. Là. Tout État contractant, donc tout État, là, tout pays qui est signataire de la Convention, c'est notre cas, accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement, sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers. Donc, et d'y circuler librement. Et sincèrement, sur la question, puis je suis le premier, là, je me suis moqué de ça, le fait que des premiers ministres des autres provinces disent on n'en veut pas, parce que nous, au Québec, c'est choquant. On s'est fait dire, même au dernier débat des chefs en anglais, on s'est fait dire par l'animatrice, on se bat au Québec, il y a un problème de racisme. Puis au moment où nous, au Québec, on a accueilli pendant certaines années 60-70% des réfugiés au Canada. Puis là, le ministre fédéral de l'immigration, après 2 ans, se fait remettre de la pression, dit OK, je vais essayer de les répartir mieux entre les provinces. Donc, je vais en prendre qui sont au Québec, qui seraient prêts à déménager, qui parlent pas français. Puis je vais essayer de les envoyer vers d'autres provinces. Puis des premiers ministres de province qui disent moi, 0, là, tu m'en envoies pas intéressé du tout. Je dis, OK, c'est pas au Québec le problème de racisme. Bon, fait que, tu sais, je comprends que c'est insultant, mais mettons que tu dis, OK, on fait une opération, on en prend 5000 là, du Québec qui parlent pas français, puis on les envoie à Saskatchewan. Bon, mettons que le mois d'après, la Saskatchewan, ils trouvent ça plate en calvasse, là. Mais non, mais tu fais quoi, Alexandre? Ils sont libres de circuler. Il achète un billet de train, il achète un billet d'avion, il achète 4 billets d'autobus avec des transferts, puis ils s'en viennent à Montréal. Qui surveille aux frontières? Tu comprends? Là? Est-ce que dans tous les moyens de transport, tu vas avoir des douaniers intérieurs? Des douaniers intérieurs d'un train, les autobus aux frontières des provinces?
sais, on est dans un pays de libre circulation. Là. Toi, tu décides là, que tu veux pas participer à l'émission demain, tu t'en vas à l'île du Prince-Édouard. Là. Oui, d'un coup, ça me pogne sur un coup de tête. Mais je veux dire, il n'y a personne à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick ou Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, qui dit Hey, tu vas, toi. Je pense que mes boss vont m'appeler. Non, je comprends, mais tu vois, on est dans un pays de libre circulation. Alors, comment tu peux, pour une partie de la population, restreindre cette libre circulation? En d'autres termes, le problème est là, mais François Legault s'embarque dans une série de solutions, à mon avis, qui n'en sont pas, qui sont contraires aux conventions, qui sont contraires aux lois et qui sont très, très, très difficilement applicables. Donc, le ministre de l'Immigration lui essaye... Mais est-ce que le fédéral a perdu le contrôle de l'immigration pendant 2 ans? Oui. Et est-ce qu'une fois que tous les gens sont sur le territoire, ça devient ingérable? Oui. Je pense que c'est ce qu'on constate. Puis là, c'est comme si François Legault lui essaie, il réfléchit à haute voix toutes sortes de solutions telles qu'il les imagine, mais ça commence à sonner faux, là. Mario, nouvelle de dernière heure concernant le métro, et là, c'est vraiment au cours des toutes dernières secondes, reprise du service sur l'ensemble des lignes, et là, on a eu une précision de la part de la STM plutôt, qui nous a écrit, nous avons eu une panne de serveur relié au système de contrôle de l'alimentation électrique. Une panne qui a débuté vers 4h03 ce matin sur l'ensemble du réseau du métro. Nos équipes qui travaillent à pied d'œuvre depuis le début de la panne ont réussi à corriger le problème et nous sommes en train de procéder à la réalimentation du réseau. Et la reprise a été faite vraiment au cours des toutes dernières secondes, Mario. Donc, c'est un soulagement pour bien des usagers ce matin qui essaient de se rendre au travail. Bonne nouvelle. Oui, vraiment. Le Bloc québécois qui a fait finalement adopter par une majorité de députés à la Chambre des communes sa motion sur les pensions de vieillesse. C'est dans le camp libéral là, que ça a été bizarre. Oui, c'est les conservateurs néo-démocrates qui ont appuyé la motion du Bloc, mais l'ensemble des députés et des ministres libéraux, à l'exception de 3, se sont prononcés contre cette mesure-là. Alors, est-ce que c'est de mauvais augure pour la date butoir du 29 octobre donc, il y a une sorte de vote libre chez les libéraux avec, le mot d'ordre général étant on vote contre. Là. C'est ça, parce qu'ultimement, on voulait augmenter les pensions pour les 65 à 74 ans. Ça fait partie d'une des conditions émises par le Bloc québécois d'ici le 29 octobre de faire avancer ce dossier-là. Sinon, il y aura des discussions avec les oppositions pour renverser le gouvernement Trudeau. Mais là, on sait vraiment plus quoi penser. Parce que d'un côté, il y a une majorité des députés qui ont voté pour une motion pour dire qu'il faut que ça se fasse. Mais on vit quand même dans un pays où c'est le gouvernement qui gouverne. Là. Puis entre autres, sur les questions budgétaires, c'est le premier ministre, le ministre des Finances, les membres du conseil du cabinet ont voté contre, du conseil des ministres ont voté contre, et que ça va mener où, c'est pas clair. L'autre vote, quand même intriguant, c'est celui des conservateurs. Parce que Pierre Poilievre a quand même été très, très ferme sur le fait que Justin Trudeau avait mis le pays dans le trou, avait doublé la dette, puis que lui va remettre plusieurs milliards. Va remettre les finances publiques en ordre. Tout à coup, une dépense qui arrive un peu du champ gauche du Bloc, de 16 milliards sur les 5 prochaines années. Les conservateurs votent avec le Bloc. Fait que ce sera à surveiller comment chacun va expliquer ça. Mais pour l'instant, hier, Yves-François Blanchet, parlant du vote des libéraux ou du cabinet Trudeau, a laissé entendre qu'on s'approchait du précipice électoral. Là. Fait qu'on va suivre ce que ça signifie. On surveille toujours ce qui se passe au Moyen-Orient. Hier, entre Israël, l'Iran, sur ce front-là, rien. Pas de réplique, pas d'autres attaques de l'Iran, pas de réplique d'Israël. Exact. Plus des déclarations de part et d'autre sur la suite des choses qui craignent un embrasement. Ce qui s'est passé au cours des dernières heures, ce sont des frappes de l'armée israélienne sur Beyrouth, là. Au Liban, des bombardements qui ont touché le centre de secours du Hezbollah. On parle d'un bilan de 6 morts, 7 blessés. Alors, 17 frappes au total sur Beyrouth et sur la banlieue sud de Beyrouth. Un avis d'évacuation qui a été émis par l'armée israélienne pour des secteurs chiites du sud de la capitale. Et le Hezbollah, de son côté, dit avoir repoussé une tentative d'avancée israélienne à la frontière. Maintenant, le fédéral, ici au Canada, continue d'essayer de sortir les ressortissants canadiens du Liban. C'est une opération qui est complexe. Et là, il y a eu plusieurs appels, notamment de familles québécoises qui supplient Ottawa pour en faire davantage, des heures d'angoisse pour plusieurs personnes. C'est à n'y rien comprendre. C'est à des familles qui demandent à Ottawa d'en faire davantage. Mais hier, Mélanie Joly a dit, j'ai des avions, là. Ouais. Puis c'est-tu 600 places libres? Je ne veux pas me tromper de chiffre, mais
Mais il y avait des centaines de places libres. Oui, comment t'expliques ça? Ben, t'expliques ça parce que les gens veulent pas quitter, là. Mais c'est souvent le cas, là. C'est le même principe qu'une inondation. C'est toutes les catastrophes qui mettent en péril la sécurité des gens, mais qui la mettent en péril pas complètement. On est tenté de rester attaché à sa propriété, à sa maison. Donc, il y a des gens qui... Et la grande crainte des autorités canadiennes, c'est qu'il va venir un point, probablement, si la guerre s'intensifie, puis tout indique que ça s'en va là, il va venir un point où il n'y aura plus de vols commerciaux. Des vols normaux exact. À l'aéroport de Beyrouth, il n'y en aura plus. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Ces gens-là vont avoir vraiment peur, puis vont demander qu'on ait une opération avec des bateaux qui va coûter des millions et des millions via Chypre, puis comme ça s'est déjà produit. Puis là, on va dire aux contribuables canadiens, c'est ça la crainte, là. Et je pense pour ça que Mélanie Joly insiste tant, parce que à ce moment-là, mettons dans un mois ou dans 6 semaines, elle veut être capable de dire hey, moi j'ai tout fait, là. J'ai tout fait, j'ai offert, j'ai mis des places disponibles, les sièges. Parce que là, hier, le Canada a offert des sièges à des ressortissants, je pense, australiens ou d'autres pays du monde, parce que les Canadiens ne remplissaient pas les places, là. Donc, il y a beaucoup de citoyens canadiens. Puis après ça, t'as tout le débat. Notre collègue Benoît Dutrisac pose ces questions-là ici. Jusqu'où va la responsabilité du gouvernement canadien? Pour des gens qui ont la citoyenneté canadienne, par exemple, mais qui n'ont pas vécu ici depuis 25 ans. Qui ont la citoyenneté canadienne. À l'époque d'une autre guerre au Liban, ils sont venus vivre au Canada, mais quand la paix a été retrouvée au Liban, ils sont retournés dans ce qui est leur pays d'attache. Ils sont retournés au Liban. Ils ont toujours le passeport canadien, tu le perds plus, là. Fait que ça peut faire 25 ans que tu n'as pas payé de TPS ou que tu n'as pas vécu au Canada. Là, il arrive une autre catastrophe dans ton pays. C'est une question philosophique un peu, mais c'est quoi le niveau de responsabilité du gouvernement canadien avec l'argent des contribuables canadiens? Bon, il y a un niveau de responsabilité où tu peux dire tous les citoyens sont égaux. Si tu as émis un passeport, ce sont des citoyens canadiens, tous les citoyens sont égaux. Mais il y a bien des gens qui disent, attends un petit peu, là, dans un pays qui donne les doubles passeports, tous les citoyens qui payent des taxes et des impôts sont égaux. Ceux qui n'en ont pas payé depuis des décennies dans le pays ici, on va reconnaître leur passeport, tout ça, mais est-ce qu'on a un devoir de mettre en place des opérations coûteuses pour aller les secourir? Ben là, en tout cas, là, pour l'instant, il y a encore des vols commerciaux. On les offre. Et il y a de la place. Mais hier, Mélanie Joly disait la moitié des places n'étaient pas utilisées. Donc, le Canada mettait de la pression sur les citoyens les citoyens canadiens au Liban pour leur dire vous devriez quitter, mais donnait certaines de ces places, offrait certaines de ces places à d'autres pays, à des alliés, là. Pendant ce temps-là, on approche de ce moment, de ce triste anniversaire des attentats là, du 7 octobre, et on craint chez nous, mais à certains endroits, on craint vraiment beaucoup les débordements. Notamment sur le campus de l'Université McGill, et McGill va prendre des mesures pour restreindre l'accès à son campus à partir du 5 octobre, 5, 6 et 7 octobre, pour éviter que les activités soient perturbées par des manifestants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a uniquement les étudiants, le personnel et les visiteurs essentiels qui vont être admis sur le campus. Le campus va être fermé au grand public. Les cours vont être à distance, sauf vraiment s'il faut absolument venir en classe. On sait que McGill a été au cœur de l'actualité avec ce campement pro-palestinien qui est resté là pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, suit déjà la situation de très, très près. Parce qu'on craint qu'il y ait importation, comme on l'a vu, là, de ces tensions à l'international. Chez nous... Ils sont pas mal importés. Quand McGill ne peut pas faire ses activités régulières. Oui, pensons à cette manifestation il y a quelques jours dans les rues de Montréal où on a brisé des fenêtres dans un pavillon là, de Concordia, vandalisé des commerces, lancé un cocktail Molotov en direction des policiers. Ça va avoir l'air de quoi, le 7 octobre prochain, Mario? Là? C'est lundi. J'ai l'impression que les corps policiers, le SPVM et autres, doivent se préparer. Mais donc, je voyais l'annonce de McGill, puis je repensais à ce qu'on disait à l'automne dernier. Là. On disait, on veut éviter d'importer ce conflit-là chez nous. Je dirais, quand McGill, quand une université peut plus faire ses activités régulières, il est pas mal importé.
Ça reprend ce matin pour les débardeurs au port de Montréal. Oui, à partir de 7 heures. Les négociations sont toujours en cours, mais bien malin est celui qui peut prédire la suite des choses. On souhaite une entente négociée de bonne foi du côté de l'Association des employeurs maritimes, mais semble-t-il que la médiation n'a pas donné de bons résultats. Prenons pour exemple la rencontre du 26 septembre dernier. À la suite de tout ça, ce qui est sorti, c'est un préavis de grève de 3 jours. Oui, c'est une grève de 3 jours, mais qui a eu quand même des impacts importants. On parlait quand même de plusieurs conteneurs qui se sont accumulés. Maintenant, quelle sera la suite des choses? Puisqu'il faut combiner, Mario, ce qui s'est passé au port de Montréal à ce mouvement de grève aussi sur la côte est des États-Unis. Où prenez des ports là, du nord-est des États-Unis, descendez là, pratiquement jusqu'au sud, jusqu'au Texas, et il y a plusieurs ports aussi qui sont paralysés. Il y a des secteurs d'activité aussi qui risquent d'avoir vécu des conséquences de tout ça, notamment pour la hausse des prix. Est-ce qu'on aura des prix plus élevés à l'épicerie? Pensons aux fruits et légumes qui sont largement touchés par la grève des débardeurs, des entreprises qui ont subi des impacts collatéraux, tout ça. On ne se relève pas d'une grève de 3 jours en claquant des doigts. Hier, Sylvain Charlebois, là, l'expert de l'industrie agroalimentaire, me disait quand même là-dessus que oui, ça allait avoir un impact sur nos fruits et légumes, notamment, puis on le sait pas, mais les grèves à répétition, les problèmes ferroviaires, tout ce qu'il y a eu comme problème de transport au Canada, sans que ça nous soit jamais dit, il y aurait une plus grande proportion maintenant de ce qu'il y a sur nos tablettes d'épicerie qui passent par des ports américains. Là. C'est-à-dire que par exemple, des fournisseurs d'Amérique du Sud ou qui nous envoient les produits se sont habitués. Tu sais, les gens ne se vendent pas. Alors, on va aller passer au port de New York ou au port de Baltimore, on va rentrer aux États-Unis. De toute façon, t'es pas très loin. Là, tu fais une diagonale, puis tu rentres à Montréal, tu fais ta distribution au Québec, puis en Ontario. Mais semble-t-il qu'il y en a plus qu'avant qui entrent par ces ports des États-Unis. Donc, on préfère venir rentrer dans les ports canadien ou le port de Montréal avec cette incertitude là, que ça va fonctionner chez nous. Petite nouvelle rapide sur les taxes foncières à Montréal. Ça va être toujours annoncé plus tard dans l'automne. Mais là, on a une première indication. Oui, l'administration de Valérie Plante qui promet maintenant, on est à 2 mois du dépôt du budget, de limiter la hausse à 1,8 % Mario, en 2025. Parce que dans le passé, les Montréalais y ont goûté avec des hausses de taxes foncières de 4,9 %, de 4,1 % Mais là, il y a 2 choses, là. Il y a la ville-centre et il y a les arrondissements. Alors, Luc Rabouin, qui est président du conseil exécutif, veut aussi inciter les arrondissements à suivre l'exemple, donc de se coller un peu sur l'inflation, parce qu'en 2024, il y en a qui ont ouvert leur compte de taxes, entre autres à Anjou, avec une méchante surprise, 15 % d'augmentation, Pierrefonds 12,1 %, 10,4 % à Montréal-Nord. Ouais. Ça commence à faire mal sur le budget, là. Je ne veux pas faire de lien avec les élections municipales, mais souvent, si tu regardes ça, les augmentations de taxes sont plus dans les 2 premières années du mandat. Ah oui, quel hasard! Dans la deuxième moitié du mandat, c'est plus tranquille. On met la pédale douce. À la culture, c'est un décès qui retient l'attention, Isabelle. Le départ de Daniel Pinard, assurément, là, a chamboulé tout le monde hier. Celui qui a marqué le paysage télévisuel, sociologue de formation, journaliste, une figure incontournable du milieu culinaire. Il est décédé à l'âge de 82 ans d'une embolie pulmonaire. Puis il a eu toute une carrière, dans la vingtaine. Il est parti au Brésil quelques années avant d'aller étudier à New York pour faire un doctorat en sociologie. Il a travaillé aux affaires publiques. Dans le temps, on appelait ça Maclean, c'est devenu l'actualité. Il a été à Radio-Canada de nombreuses années. Le Devoir, entre autres. Les émissions de télé, bien évidemment, qui ont marqué Ciel, mon Pinard, Les pieds dans les plats, fin 90, début 2000. Du cœur au ventre aussi, des émissions très populaires. Émissions, entre autres, qu'il a co-animées avec José Di Stasio. Les deux, dans les émissions de Télé-Québec, ont fait fureur. Et ses livres aussi, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup vu les commentaires sur les réseaux sociaux. Pinardise, recettes et propos culinaires, encore des pinardises, livres qui ont été vendus à des milliers d'exemplaires. Celui qui a fait découvrir la gastronomie, en quelque sorte, aux Québécois, ou du moins qui a donné les outils pour qu'on puisse s'intéresser à nos produits locaux. Il a déjà été à l'émission des Francs-Tireurs avec Benoît Dutrisac, qui va assurément en parler dans l'émission. Mais tu dis le mot gastronomie, c'est que avant son époque, je dis pas que c'est juste lui, mais c'est beaucoup lui. Si tu disais le mot gastronomie au Québec, les gens, ce qu'ils voyaient, c'est mais c'est pour des gens qui ont des grands moyens financiers, ont accès à des grands. C'est ça. Les Français. C'est ça. Les Français, mais même au Québec, là, des gens qui ont des grands moyens financiers peuvent aller dans des grands restaurants.
Et c'est comme si tout à coup, lui nous a fait découvrir avec d'autres. Mais non, mais la gastronomie, t'invites des amis un vendredi soir, c'était un peu débrouillard, t'as la passion de la cuisine, tu travailles un peu, voici quelques techniques assez simples, voici ce qu'on peut faire. Puis la gastronomie, elle va être dans ta maison, là. Tu prends soin de bien manger, d'accompagner ça d'un bon vin, c'est ça. Et c'est ce changement de dire dans la gastronomie, c'est pour tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde là, essaie de cuisiner puis d'en faire plus. Fait que c'est un peu l'espèce de transition qui s'est faite. Puis qui ensuite a donné lieu à toutes sortes de... Si on pense au Ricardo de ce monde, tu parlais tout à l'heure de Curieux Bégin, Alex, ben c'est ça aussi, tu sais. Donc, oui, il est allé au franc-tireur où il a pu parler de son homosexualité ouvertement. Il avait des opinions tranchées, il avait pas peur de ses opinions. Parfois, ça dérangeait. Il y a eu plusieurs combats, entre autres, avec le Guide alimentaire canadien sur la surconsommation de sucre, entre autres. Il était très, très impliqué. Il a passé à Canal D en 2015 aussi avec Je vous salue, Pinard, où il a parlé de ses parents, entre autres. Et puis, il y a plusieurs commentaires qui ont déferlé sur les réseaux sociaux. Je pense, entre autres, à la ministre Pascale Saint-Onge qui parle d'un grand communicateur, un animateur, un chroniqueur, un auteur, un cuisinier. Ça, c'est très, très long dans une signature quand t'envoies un courriel. Même chose pour Gabriel Nadeau-Dubois qui parle d'un grand communicateur également, quelqu'un qui a marqué la culture, qui nous a donné le goût de bien manger à des millions de Québécois. C'est aussi un grand homme de culture. José Di Stasio. Sa complice. Sa complice. Daniel, je suis sonnée, je n'ai pas les mots. Le choc est à la mesure de ton importance dans ma vie. Le chagrin est à la hauteur de ta présence, ton humour, ton savoir, ta sensibilité. Le vide que tu laisses, je garderai toujours en moi, bien vivante, une part de toi. C'est très, très touchant. Hier, et Ricardo qui dit « Tu as été l'une de mes plus grandes sources d'inspiration. » On n'en doute pas. Finalement, il y a un anniversaire dans le monde culturel. Aujourd'hui, ce sont les 40 ans, et aujourd'hui même, 40 ans de la guerre des Tucs. Donc, quand tu dis aujourd'hui, tu veux dire que c'était la sortie en salle, c'est ça? Le 3 octobre, il y a déjà 40 ans, imaginez. Et là, je sais pas si on a le temps de jouer quelques extraits ou on peut se garder ça plus tard dans l'émission, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourra vous raconter dans une heure. On a le temps pour on a le temps. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal! Oui, effectivement, celle-là. Pas de la neige, là. Un trou dans ta mitaine. Ouais, celle-là, on les oublie pas. Mais j'ai tellement pleuré dans ce film-là. Là, ben voyons. quand le chien meurt. Ah, dis pas le punch! Ben non, mais là, si vous l'avez pas encore vu après 40 ans... Ça, c'est comme les gens qui me parlent de la fin du Titanic. Faites pas mais ça! là... hey, mais ça, je me souviens encore, tu sais, quand j'étais enfant, j'aime beaucoup les chiens, moi. T'sais, fait que ça, là... Ça, t'as pensé à Poncho? Tu connaissais pas encore Poncho? Je pensais jamais connaître un petit Poncho de 4 livres, je te confirme à l'époque. Mais quel bon film. Tu nous rappelles des beaux souvenirs. Mais on y reviendra plus tard parce que oui, ça rappelle des souvenirs. Vous pouvez d'ailleurs nous les partager, le 187 Cube Radio, parce que ça a été repris avec la guerre des Tucs 3D. Ça passe pendant Ciné Cadeau. Toutes les générations connaissent la guerre des Tucs avec M. Blanchette de Victoriaville. Donc, on y reviendra dans l'émission, mais 40 ans déjà. Et au sport, le CF Montréal. Ben oui, une belle victoire de 2-1 du CF Montréal contre le United d'Atlanta. Montréal est maintenant 8e dans la course aux séries éliminatoires. Donc ferait les séries. 8e sur 9. Joseph Martinez qui a inscrit les 2 filets de son équipe contre son ancienne formation. Et le prochain match pour le CF Montréal, c'est samedi contre le Charlotte FC.